Alors, aujourd'hui, il va être question d'uranium et de mines d'uranium. Et ce que je vous propose, en fait, c'est un voyage autour de ces mines d'uranium. Et je fais un petit peu le choix de vous donner à voir, finalement, comment un sociologue peut conduire l'enquête autour de ces sites. Donc, je vous propose un petit peu un regard décalé, mais qui va rendre compte de la façon dont, finalement, j'ai voyagé autour de ces mines d'uranium. Alors, en préalable, il faut bien se rendre compte que quand on parle d'uranium en France, et que lorsque j'ai démarré mon enquête, alors tout à fait par hasard, finalement, j'accompagnais des élèves qui faisaient une visite d'entreprise auprès d'une carrière, dans une petite commune qui s'appelle Gorges, et le carrier me dit, eh bien, il y a une mine d'uranium. On est à 30 km de Nantes, étudiante, j'avais fait les vendanges dans cette région, voilà, et donc je découvrais qu'effectivement, en Loire-Atlantique, il y avait pu y avoir en fait des mines d'uranium, histoire complètement oubliée. Donc en fait, mon voyage autour de cette mine est parti de cette interrogation, d'une certaine façon, pourquoi un tel oubli autour du patrimoine. Et quand j'ai voulu remonter le fil et conduire l'enquête autour de cette mine d'uranium quasi oubliée, on y reviendra tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a eu quelques événements qui ont émaillé l'histoire de cette mine, on m'a dit tout de suite, puisque je suis dans une école en fait, d'ingénieurs, l'IMT Atlantique, où on côtoie un laboratoire de physique nucléaire qui s'appelle Subatec. Donc, on côtoie régulièrement des collègues radiochimistes qui m'ont dit « Ouh là là, attention, des sciences sociales appliquées au nucléaire, c'est un champ de force ». Et effectivement, quand on parle du nucléaire, et notamment dans le contexte français, c'est un champ de force. Et je le constate aussi tous les jours dans le cadre du projet NEEDS. Le champ de force, dès que vous voulez en fait conduire l'enquête, les interviewés que vous rencontrez vous disent « Vous êtes pour ou contre ?» Effectivement, lorsque vous faites un peu le candide en disant « mais je n'ai pas d'opinion », on vous prend pour un débile. Bon, l'histoire un peu commence comme ça au niveau de l'enquête. Donc c'est vrai que c'est un champ de force, où en fait il faut se dévoiler, il faut dévoiler une opinion, pour qu'on vous accorde en fait une parole, qu'on vous accorde la confiance. Donc ça c'est le premier point qu'on découvre en tant que sociologue, parce que le matériau du quotidien c'est effectivement l'entretien, la parole. Donc c'est une première difficulté. Et puis, deuxième difficulté, en fait, discours très contrasté, notamment entre les pour et les contre, entre finalement le nucléaire, c'est une technologie complètement banale, et souvent on la compare en fait aussi à la chimie, ou à l'inverse, en fait, théorie du complot. On nous cache tout, on nous dit rien. Le complot étatico-industriel, en fait, fait en sorte que la technologie échappe au débat public. Donc on est aussi dans ce champ tout à fait binaire. Et puis alors quand en fait on se dit qu'on va conduire une enquête, immédiatement, y compris des collègues aussi, entre guillemets, radiochimistes, disent finalement ce serait bien que tu fasses une enquête d'opinion, parce que là on a découvert, alors je pense à des collègues par exemple qui travaillent sur le site de Bure, l'ANDRA nous demande par exemple une enquête d'acceptabilité. Et là forcément le sociologue dit non, jamais, au Dieu jamais, ne prononce pas ce mot acceptabilité, on n'est pas là pour faire accepter la technologie. Voilà. Donc ce préalable et un petit peu ce contexte pour vous dire que l'enquête peut s'avérer en tout cas à la fois très clivée du point de vue des personnes que l'on rencontre, et aussi détournée par ce qu'on peut attendre en fait, d'une enquête en sciences sociales. Alors, c'est un petit peu pompeux de dire ça. Effectivement, quand on arrive sur le champ du nucléaire, ce que j'ai en tout cas essayé de chercher, c'est de trouver une troisième voie. Je ne vais pas en citer, mais j'ai beaucoup de collègues, si vous voulez, qui font du militantisme, que ce soit pour ou contre d'ailleurs le nucléaire. Donc il faut essayer de chercher une neutralité qui n'existe pas, soyons clairs, mais tout de même en fait une neutralité qui porte en fait sur la façon dont on va regarder le fait nucléaire. Et là aussi, en préalable, je voudrais citer quelques travaux qui me semblent intéressants, que moi j'ai mis un petit peu, qui m'ont inspiré, parce qu'en fait, qui constituent la troisième voie pour parler du nucléaire. Le travail de Pierre Fournier, qui, pour parler des conditions de la sous-traitance dans l'industrie du nucléaire, se fait embaucher, en fait, comme dans une entreprise de sous-traitante, en fait, pour regarder les conditions objectives d'exposition aux doses, etc. Donc ça, c'est aussi une voie qui me paraît intéressante, parce qu'on est vraiment dans le registre, en fait, alors plus que de l'observation participante, on est presque dans une démarche d'observation très engagée, finalement, concernant le nucléaire.
Deuxième travail, alors, qui est plus controversé, mais qui me semble quand même aussi intéressant, celui de Françoise Zonaben, qui arrive que peu avec un regard d'anthropologue, finalement, à La Hague, et qui regarde tous les rites, finalement, des salariés du nucléaire, disant il peut y avoir, dans certains cas, une prise de risque volontaire, finalement, par rapport au nucléaire, ce qui un petit peu enlève ce regard un petit peu naïf où globalement on pourrait croire que l'ensemble des salariés entre guillemets subit en fait l'exposition nucléaire. Elle nous décrit toute cette pratique en fait et les pratiques ce qu'elle appelle les warriors qui défient finalement le risque et qui comme telles en fait recouvrent une forme d'honneur professionnel dans la prise de risque. Et puis troisième voie que j'aime beaucoup, les travaux de Yannick Barth, les plus récents. Qui est revenu en fait sur l'histoire du nucléaire, mais dans sa période entre guillemets et la plus oubliée et la plus sombre. Donc il a étudié en fait ce qu'il appelle les retombées du passé au regard des vétérans des essais nucléaires français. Ces militaires enrôlés notamment en Algérie pour aller en fait faire les essais nucléaires, malgré eux, si je puis dire. Donc il observe la façon dont ces vétérans en fait, accèdent au statut de victime, mais tout en revenant en fait, sur le passé, en fait, sur le passé nucléaire. Donc voilà aussi en guise de préalable un petit peu ce qu'on peut appeler la troisième voie dans les travaux consacrés au nucléaire. Moi, ce qui m'a paru intéressant concernant le nucléaire, je disais que tout à l'heure, voilà, on a oublié finalement le passé nucléaire français. C'est les questions de mémoire. Sylvia l'a évoqué tout à l'heure, à travers aussi des travaux qui me paraissaient intéressants, notamment ceux de Château-Renaud, qui nous disent que finalement, les militants se servent du passé pour donner à voir finalement des alertes ou des récurrences par rapport aux risques qu'il peut y avoir au nucléaire, vis-à-vis du nucléaire, pardon. Donc il ancre son propos en fait autour de la Hague, et il nous dit tout simplement que l'on avait oublié certains colis, donc il y a un risque, et il montre le travail des militants, des lanceurs d'alerte pour mettre en série les différents accidents qu'il y a pu y avoir autour du nucléaire. Alors même que les industriels, eux, mobilisent différemment le rapport finalement au temps, puisqu'ils projettent tout le temps le nucléaire dans un avenir, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu les propos relatifs au nucléaire, c'est toujours demain. En fait, mais rarement au regard du passé, au regard de l'héritage finalement, ou de la part maudite que pourrait comporter le nucléaire. Donc je trouvais que son angle était intéressant pour voir effectivement les questions de passé et de mémoire pouvaient donner un autre regard en fait sur le nucléaire. Et puis, il y a aussi alors, l'historienne, l'américaine, en fait, qui a fait l'histoire du nucléaire en France. Alors, ce n'est pas les Français qui font l'histoire du nucléaire, c'est assez amusant. C'est Gabrielle Hecht, en fait, qui nous raconte finalement l'histoire du nucléaire à travers le rayonnement de la France. Et elle nous raconte finalement une histoire d'ingénieur et d'industriel. Et elle montre très bien comment finalement le nucléaire, pendant toute son évolution, échappe au débat public et reste absolument coincé dans un débat très technique, en fait, et d'ingénieurs. Alors, ce qui m'avait, le troisième point, je suis désolée, c'est le seul moment que je vais me citer, j'avais commencé, en fait, mon enquête autour de la question du temps, en frappant à la porte également de mes collègues. En fait, j'évoquais tout à l'heure le laboratoire Subatec, et je leur avais un petit peu lancé un défi, faisant un séminaire sur un petit peu la façon dont le nucléaire interpelle notre rapport au temps. Et on avait fait un premier ouvrage en fait, qui s'appelle « Le nucléaire au prisme du temps », pour bien montrer qu'il finalement, il y avait des enjeux présents, mais qui renvoyaient tantôt au passé, tantôt au futur, mais que finalement, c'était la temporalité. On prenait l'exemple, par exemple, des déchets à vie longue. C'était la temporalité abyssale, par exemple, des déchets à vie longue, qui posait véritablement problème dans la façon de gérer de façon contemporaine le nucléaire. Donc voilà l'intérêt aussi de positionner le nucléaire dans le rapport au temps. Alors, pour venir au propos, pour parler de façon plus précise, non pas de l'ensemble nucléaire, mais finalement de façon plus précise de l'uranium, là aussi ma première entrée était de me dire finalement l'héritage de l'uranium en France, c'est quoi ? Et l'héritage de l'uranium, là aussi, on regarde un petit peu ce qu'ont écrit les pairs en sociologie. Donc, c'est tout d'abord les travaux de Philippe Brunet qui me semblent intéressants, qui nous dit finalement il n'y a pas d'histoire de l'uranium. On n'a jamais fait son histoire complète parce que c'est une mémoire très segmentée.
C'est une mémoire très segmentée, j'y reviendrai tout à l'heure au travers d'une frise chronologique, mais globalement, on a un temps des années 50 où l'uranium est comparé à de l'or. C'est le temps béni de l'uranium, c'est une matière première sacrée, matière première d'État, sacralisée par le CEA, encensée aussi, je parle du CEA, mais par, entre guillemets, Joliot-Curie, hein, qui est à la tête du CEA, donc c'est vraiment une bénédiction, d'une certaine façon, à la fois scientifique et étatique. Donc on a une première période, en fait, où l'uranium est considéré comme tel, puis un temps disputé, autour des années 80, après, bien évidemment, les premiers accidents nucléaires aux États-Unis, enfin le premier accident nucléaire de Max Island aux États-Unis, où globalement on a un temps disputé. Je reviendrai aussi tout à l'heure sur les conditions objectives de la dispute, hein, puisqu'en fait il y a vraiment une querelle qui me semble importante de rappeler concernant cette dispute. Et puis un temps incertain, où globalement l'uranium, ce sont des temporalités globalement assez longues, 1600 ans de décroissance, et globalement ce qu'on appelle un temps incertain, où globalement on manque de cadre et de prise en fait pour pouvoir le gérer dans la longue durée. Et c'est principalement en fait ce cadre incertain qui, notamment moi en tant que sociologue, mais aussi avec des collègues entre guillemets, notamment les radiochimistes, qui nous intéressent précisément de travailler. Et puis alors, autre caractéristique concernant l'uranium, eh bien, tout a été fait pour l'oublier. On a organisé l'oubli. Globalement, à partir des années 90, alors la dernière mine ferme en 2001, on a une doctrine de réaménagement qui vise, je cite, à effacer les traces. Voilà, qu'il n'y ait plus de traces de ce passé industriel. Donc l'oubli a bien été organisé, mais il va y avoir un travail, là je cite notamment notre historienne Gabrielle Hesch, qui nous dit, en même temps, tout le travail en fait des militants va être de montrer que les traces en fait de l'uranium et entre guillemets du passé nucléaire sont à remettre dans la filière nucléaire. Donc ils vont faire en sorte que finalement l'uranium soit considéré comme un bien nucléaire, là où l'oubli aurait voulu le banaliser d'une certaine façon. Donc on retrouve en fait cette forme de dialectique que j'évoquais en fait en introduction. Et puis, alors moi, j'ai mobilisé en fait des travaux qui m'ont paru intéressants, qui sont peut-être un petit peu décalés. Moi, il me semble qu'autour de la controverse, je disais qu'on n'a pas fait l'histoire un peu nationale en fait de l'uranium. Hein. Autour de la question du sens de l'histoire, il y a la question du statut des restes. Que fait-on? Alors, moi, j'étais partie de cette interrogation autour de Bure, en fait, hein, et à travers les travaux de Arnaud Esquer, qui nous montrent que finalement, enfouir revêt un caractère éminemment sacré. Voilà. On enfouit globalement ce qui relève du sacré. Et il me semblait, dans les choix qui ont été faits vis-à-vis de l'uranium, l'enfouissement, ou au contraire, en fait, ce qu'on peut appeler l'entreposage, et on reviendra tout à l'heure sur les restes, il y avait quelque chose de l'ordre, finalement, est-ce qu'on sacralise ou est-ce qu'on met, entre guillemets, dans le régime du bien commun? Voilà. Donc c'est une thématique qu'on va suivre tout à l'heure, mais qui me semble intéressant pour interpréter ce qu'on fait finalement des restes associés à l'exploitation uranifère. J'ouvre une toute petite parenthèse. Concernant Bure, par exemple, et les déchets à vie longue, la thématique en fait entre l'entreposage et effectivement le stockage, entre guillemets, pour une durée probatoire de 100 ans, puis l'oubli organisé aussi, vous voyez qu'il y a quelque chose en fait de aussi la sacralisation et de l'enfouissement finalement des déchets à vie longue autour finalement de la façon dont quel statut on va donner à ces restes. Donc j'avais pris un peu un grand angle pour un petit peu voilà, donner une interprétation peut-être qui sortait du clivage pour ou contre. Alors, pour parler finalement du concret, hein, puisqu'on parle d'héritage uranifère, l'héritage physique de l'uranium, globalement, alors vous voyez que toute la partie bleue de la carte métropolitaine en fait, est concernée par des sites d'exploitation d'uranium. Donc on a 250 sites, 52 millions de tonnes de minerais extraites. Ce qui me semble intéressant, c'est en fait la part composite des restes associés à l'uranium dont on hérite. Alors, il y a d'une part les stériles, qui sont issus, entre guillemets, de l'extraction d'uranium, et puis il y a ce qu'on appelle les résidus, qui là sont issus du traitement de l'uranium.
Le traitement de l'uranium, dans certains cas, soit il a été fait dans des usines, en fait, hein, donc il a été traité de façon industrielle, mais dans certains sites, lorsque la base de traitement était trop éloignée, elle a été faite sur place. Voilà. D'où des questions aussi de qualification de l'héritage, de savoir où sont trouvés en fait les sites de traitement ou pas. Les premières exploitations démarrent à la fin des années 40 et la dernière mine ferme en 2001. Donc vous voyez d'emblée, en fait, c'est une histoire très courte, finalement, hein, à l'échelle de l'histoire française, mais qui a finalement engendré un héritage ou des déchets qui ont concerné globalement un tiers du territoire. Alors, juste aussi en préalable, je vais passer très vite. Aujourd'hui, ce qu'on appelle aussi, pour un petit peu poser le propos, aujourd'hui, les dispositifs en fait, de surveillance, le dispositif de surveillance est délégué à l'exploitant. Voilà. Areva, pour ne pas le citer, qui va opérer des mesures. Et globalement, le cadre, entre guillemets, aujourd'hui de surveillance des mines d'uranium, c'est une transmission de ces résultats aux autorités et présenté dans les commissions de suivi des sites. Hein, voilà comment, on va dire, s'opère, entre guillemets, la surveillance de l'héritage au sens large. Et vous avez, vous voyez le document Areva, le dispositif, en fait, qui est mis en œuvre. Néanmoins, malgré en fait, ce dispositif, en fait, et au-delà finalement de la surveillance déléguée à l'exploitant, on a une question environnementale émergente autour de cet héritage. Alors, question environnementale émergente, d'une part parce qu'on... Alors, c'est un peu facile hein, de parler des territoires en transition, tout est en transition en ce moment, hein, donc c'était un petit peu... voilà, c'est vraiment une facilité de langage. Néanmoins, quand même, pourquoi en transition puisque globalement, on passe d'une exploitation industrielle nucléaire, j'évoquais tout à l'heure le CEA, à une exploitation ensuite privée concernant finalement l'uranium, puisqu'en fait le CEA est devenu la COGEMA, puis Areva au fil du temps. Areva est dans un statut dit privé, même si l'État est aussi au capital en fait, d'Areva. La prise en compte finalement de l'héritage au sens global est assez récent, puisque l'inventaire initié par l'IRSN date de 2003. Cet inventaire, vous l'avez en fait via Internet, il s'appelle Mimosa. Donc on a recensé en fait tous les restes issus de l'exploitation seulement et les sites depuis 2003. Tous les sites n'avaient pas été entre guillemets exploités par le CEA ou la COGEMA. Je pense par exemple à des sites bretons qui avaient été exploités par des privés en fait et dont on avait presque perdu la trace. Voilà, au cours de l'histoire. Voilà, pour montrer un petit peu le caractère un peu pluriel de l'histoire. On a eu effectivement à partir des années 90 une forme d'oubli organisé concernant ces sites. Et puis, alors moi c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on a des situations très contrastées en fait. Si on reprend la carte de France, entre globalement des sites qui sont considérés comme sanctuarisés, donc des sites dits presque nucléarisés, dans lesquels on n'entre pas, et puis des sites dans lesquels d'autres industries se sont réinstallées. Voilà. Donc des situations, entre guillemets, géographiques et territoriales, vraiment très, très contrastées par rapport à la reconversion, finalement, des territoires. Alors, je le cite là, tout de suite, je n'y reviendrai pas. Vous avez peut-être regardé le reportage, en fait, Mine d'uranium, le scandale de la France contaminée, hein, qui était présenté par Élise Lucet, où globalement, alors moi je le montre aux étudiants pour dire attention quand même à ce qu'on vous présente, et puis après on va sur un site, ils font eux-mêmes des mesures, etc. Bon, le document est quand même à charge, on nous présente en fait une France complètement nucléarisée avec des points fluorescents partout où il y avait des sites en fait d'exploitation de l'uranium. On avait l'impression que la France était une énorme poubelle en fait, voilà, concernant l'uranium, je dis un petit peu avec... voilà, peut-être avec force. Néanmoins, en fait, ce reportage aura un écho très très fort, et notamment auprès des pouvoirs publics. Voilà, je parlerai tout à l'heure. Alors, le cadre réglementaire aujourd'hui, il oscille entre un renforcement de la surveillance et une gestion environnementale. Pourquoi est-ce qu'il oscille ? En fait, suite au reportage La France contaminée,
on a eu en fait une disposition importante qui s'appelle en fait la circulaire Borloo, qui a été co-signée par le président André Coll-Lacoste de l'ASN, qui globalement en 2009 en fait nous dit la surveillance déléguée à l'industriel se poursuit, mais en même temps, d'une certaine façon, on va faire des bilans environnementaux, donc on va avoir une démarche en fait environnementale pour prendre en compte l'ensemble des impacts en fait sur le territoire, avec la participation finalement des parties prenantes locales. Donc c'est un peu un tournant cette circulaire Borloo, avec des difficultés, puisque finalement les dispositifs locaux de participation du public et d'information du public, comme souvent, sont un peu en clair-obscur et globalement ne sont pas complètement viabilisés. C'est un petit peu là où le bas blesse. Alors, c'est ce que j'évoquais, je disais tournant environnemental, l'industriel a eu l'obligation d'établir des bilans environnementaux sur la longue durée. Néanmoins, on n'a pas de cadre, entre guillemets, effectivement, local pour mettre en place des mesures, suivre les mesures localement. Alors, pour entrer vraiment dans le propos, puisqu'on parle de risque environnemental et d'héritage, on va commencer un petit peu par ce questionnement commun. C'est-à-dire qu'on l'a vu quand même, l'héritage physique, il concerne un tiers de la France. Alors, à part dans les Caps bretons, c'est le même industriel, la même gestion, le même cadre de gestion, c'est-à-dire surveillance et bilan environnemental. Néanmoins, si on observe les controverses, et c'est aussi ça qui m'a intéressée en tant que sociologue, on voit qu'on a une France très contrastée. Alors, moi, j'ai mis un petit peu mes étudiants au travail en leur disant recenser l'ensemble des articles locaux et nationaux qui ont été parus concernant les mines d'uranium. Et finalement, on a une France de l'Ouest, à nouveau, si on fait la carte aussi, vous vous souvenez, la carte de l'exploitation, globalement, où la question de l'uranium, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas relaté dans la presse. Et globalement, vous avez une carte du centre, notamment à travers deux sites emblématiques, les Bois Noirs et Saint-Pierre, où là, en fait, vous avez plutôt des articles en fait, à charge contre l'industriel, donc l'émergence d'une forte controverse. Voilà. Alors, moi, c'est à nouveau, pour partir sur cette piste de l'uranium et comprendre en fait, ce qui s'est passé autour de cette question, j'ai conduit en fait 3 pistes. Première piste, est-ce qu'on a une histoire différente, finalement, d'un site à l'autre, ou d'une région à l'autre? Deuxième élément, est-ce qu'on a eu des usages distincts, finalement, des territoires, voilà, qui permettaient de comprendre, finalement, cette forte différence. Et troisième point, alors je sais qu'entre guillemets, en sciences dures, on parle des fois de fond géochimique, j'entends certains collègues qui parlent de ça. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un fond, entre guillemets, culturel? Bon, c'est un raccourci, parce que certains sociologues hurleraient de m'entendre parler comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de l'ordre des compositions, entre guillemets, des sociétés qui ferait que finalement, c'est aussi différent? Donc, je suis allée un petit peu enquêter autour de cette piste. Alors là, vous avez deux photos. Vous voyez une mine d'uranium là, dans l'ouest de la France. Globalement, c'est les anciens locaux de la Cogema. On a reconstruit une usine. Vous avez des résidus en dessous. Ça ne pose de problème à personne. Ça radonne pas mal, mais tout le monde s'en fiche d'une certaine façon. Et puis, alors, site emblématique, les Bois Noirs, site entre guillemets sanctuarisé. Où globalement, la question n'est jamais résolue en fait, autour de ce site. Entre faut-il intervenir, enlever la digue, etc. Donc on a vraiment des situations effectivement très contrastées. Alors, les histoires de l'uranium, juste cette frise indicative, si on essaye de reconstituer en fait les histoires, effectivement, il y a des histoires. Alors, premier élément, des histoires de l'uranium. On a finalement 3 exploitants différents qui n'ont pas la même couleur et qui n'ont pas la même, entre guillemets, empreinte. Globalement, l'uranium, c'est une question, j'évoquais tout à l'heure, au départ, dès 1945, c'est une question d'État. Finalement, on exploite l'uranium à destination du militaire. Voilà. Et finalement, c'est un bien d'État sacralisé. Nous, quand on rencontre des anciens mineurs, on nous a expliqué que les militaires débarquaient dans l'ouest de la France, mettaient du grillage et disaient finalement circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. C'était quelque chose qui relevait de la raison d'État. Et la plupart des mineurs qui ont été recrutés nous évoquent le fait qu'ils travaillaient pour De Gaulle. Ils ne savaient pas très bien, entre guillemets, voilà, à quoi servait l'uranium, mais en fait, ce qui revient, c'est ça, en fait. On travaillait pour De Gaulle.
Et puis on a une autre configuration, puisque le CEA en fait, devient la COGEMA, pour une question simple, en fait, c'est que compte tenu de l'ouverture du marché de l'uranium au niveau international, le CEA change de statut et l'uranium devient non pas un bien d'État sacralisé et réservé à un marché interne, mais un bien soumis aux fluctuations en fait, du marché. Donc il change de forme. C'est un bien presque, je dirais, du coup, une matière première presque banale, d'une certaine façon. Hein. Voilà, c'est une matière première potentiellement comme une autre. Et puis, on a un changement là aussi avec Areva Mines. Bon, je cite Lauvergeon parce que vous savez que c'est la maman, entre guillemets, de la filière nucléaire intégrée. Hein, donc, Areva Mines est censé être le premier maillon de cette intégration de l'ensemble de la filière du nucléaire. Donc, on a aussi un changement de statut. Je ne reviendrai pas en fait sur l'affaire hein, aussi d'Areva Mines qui a un petit peu secoué la carrière d'Anne Lauvergeon. Donc, premier changement de forme hein, concernant finalement à la fois les organisations et la forme qu'a pu prendre l'uranium. Alors, vous voyez que stricto sensu, l'exploitation, si on enlève les temps de prospection, n'a duré que 34 ans. La plupart des mines ferment en 91, puisque finalement, exploiter l'uranium en France n'est plus rentable. Donc, c'est un arrêt finalement économique. Et puis, globalement, on a 18 ans de réaménagement où la doctrine qui prévaut, globalement, je l'évoquais, c'est plutôt l'effacement des traces et l'effacement de l'empreinte des mines sur le territoire. Et puis, alors, en 2009, suite au reportage de La France contaminée, Circulaire Borloo, qui, en fait, à la fois incite l'industriel à faire des bilans environnementaux et souhaite donner un cadre local pour gérer les restes. Alors, moi, ce qui m'a, en fait, intéressée, alors, premier temps, je vous disais, quelle histoire moi, je disais, par rapport à l'uranium, ce que j'essayais de comprendre, c'est pourquoi on avait souhaité en fait autant oublier cette histoire finalement assez singulière. Alors, je suis allée, là je vous donne un petit peu l'outillage finalement sociologique. Je me suis dit finalement, concernant l'uranium, est-ce que les lieux ont été conservés pour garder la mémoire et la vigilance? Voilà. Est-ce qu'on a des lieux de mémoire? A priori, on verra peut-être que non. Est-ce qu'on a un cadre social pour conserver la mémoire? Finalement, est-ce qu'une gestion industrielle nous permet de garder une certaine forme de mémoire qui pourrait être utile pour être vigilant finalement par rapport à cet héritage? Et puis, est-ce qu'on souhaite aujourd'hui établir un travail de mémoire? Donc, je suis partie avec ces questions en m'intéressant de façon tout à fait micro-locale à une mine, celle que j'avais découverte, hein, que je vous ai présentée en introduction. La mine du Chardon, alors vous allez retrouver à la fois la carrière, l'exploitation de la carrière, on exploite du gabbro à droite, et puis la mine juste avant son arrêt en 1991, avec le puits voilà, juste à se combler. Ce site, enfin, le Chardon, c'est la 10e mine en termes de production. Et puis en fait, elle m'a intéressée parce qu'en fait, il y avait des traces problématiques non des moindres, qui en fait, ont émaillé en fait, l'histoire de cette mine. Donc j'ai fait fonctionner l'histoire à rebours, en essayant de comprendre comment avait pu se produire finalement ce processus potentiel d'oubli. Alors, si on regarde de façon à nouveau tout à fait micro-locale, en fait, le Chardon, eh ben, concernant cette mine, il y a des événements qui font trace. Elle ferme en 1991, mais dès 1991, avant même qu'on ne mette en place un périmètre de sécurité, ben, il y a 3 camions en fait, du carrier qui tombent au fond de la galerie, donc effondrement. Donc, premier événement, somme toute assez quand même indicatif hein, en matière de risque. Deuxième élément, en 1997, un agriculteur riverain s'étonne, il voit une résurgence d'eau rouge, de l'eau ferreuse. Donc, deuxième élément d'alerte. Donc, en fait, l'exploitant met un grillage et met en place un dispositif de pompage. Et puis, troisième élément, en 2008, en fait, le carrier, donc on est avant la circulaire 2009, le carrier veut se servir des stériles, comme beaucoup en fait, d'exploitants des travaux publics s'en servaient précédemment, pour mobiliser les stériles en sous-couche d'enrobés. Voilà. Donc, il fait la demande à la préfecture. Pas de bol. Effectivement, le reportage La France contaminée arrive à ce moment-là et les préfets, par principe de précaution, lui refusent, alors que pendant des années, en fait,
il s'était saisi des stériles pour effectivement soubassement de son enrobé. Donc 3 éléments, somme toute, vous voyez, j'ai placé sur la carte assez qui pourraient être marquants. Et puis en fait, assez étonnamment, globalement, concernant cette mine, on n'a pas, on n'a pas de mobilisation. C'est aussi ça qui m'a étonnée et intéressée. On n'a pas de mobilisation parce que globalement, les riverains nous expliquent que globalement, l'industriel a donné beaucoup de foncier et que l'état de référence des points de mesure, en fait, est 91 et globalement, l'industriel dit c'est continuellement décroissant. Donc, en fait, vous n'avez pas à redouter l'empreinte laissée par l'exploitation de la mine. Premier élément. Deuxième élément, effectivement, la mine se rappelle. On a une mémoire de rappel et des événements post-exploitation, mais c'est relativement bien géré au sein de la CLIS. Enfin, je dis bien géré. C'est-à-dire que le maire et les associations de défense de l'environnement nous disent globalement, attention, pas d'alerte, parce que l'industriel, en fait, nous a cédé du foncier. Et donc, on ne veut pas que le foncier dont on est aujourd'hui propriétaire soit déprécié. Donc, pression locale et consensus local, finalement, pour ne pas que l'alerte devienne nationale. Donc, on gère un peu dans l'entre-soi, finalement, ces aléas. Néanmoins, ces éléments, quand même, rappellent ce que l'on sent localement, c'est qu'il y a une quête collective de mémoire, c'est-à-dire un souhait de rappeler l'histoire industrielle. Alors, vous avez à droite, en fait, une carte que j'ai faite avec une collègue géographe, où on avait, autour du foncier, on est allé regarder tous les actes notariés qui avaient été établis depuis les années 50 entre l'industriel et globalement, ce sont des viticulteurs qui avaient. Alors, ce sont des toutes petites parcelles, c'est un travail de fourmi pour voir ce qui a été cédé. Et on a regardé aussi l'ensemble des transactions qui accompagnaient la cession de foncier. Voilà. Et on a vu toutes les micro-relations qu'il pouvait y avoir finalement entre l'industriel, l'exploitant et les viticulteurs. Ce qui a permis de comprendre aussi qu'une part, en fait, l'industriel étant simplement propriétaire de cette part, après avoir eu une occupation beaucoup plus grande, et bien finalement, la question de l'environnement était plus une affaire locale plutôt qu'une affaire, entre guillemets, de nucléaire, si vous voulez. Voilà. Alors, par rapport à ces événements, j'ai aussi souhaité remonter le temps, et c'est-à-dire j'ai repris en fait l'histoire de la mine depuis son début, depuis les années 40. Et effectivement, je suis allée à la rencontre en fait de mineurs, 16 que j'ai pu rencontrer, en découvrant aussi que par rapport à cette génération de mineurs, on a vraiment 2 temps. Et des discours assez contrastés. Là, on voudrait en faire en fait un discours plutôt uniforme. Je dirais qu'on a une première génération de mineurs qui a connu la guerre, qui est plutôt âgée aujourd'hui, qui a été recrutée en 1945 dans un contexte de reconstruction, pour la plupart issus de familles en fait, d'agriculteurs, où globalement, ils nous expliquent en fait, qu'on venait les chercher dans les familles, on prenait plutôt des hommes robustes et costauds, et en disant globalement, vous allez travailler pour De Gaulle. Et ils nous disent en fait en entretien, on ne savait pas très bien ce qu'on allait faire, il fallait juste faire un essai pour voir si on supportait de travailler en fait, en profondeur, mais c'était un petit peu les conditions de recrutement. Et puis, alors, donc c'est aussi ceux qui vont, en fait, globalement, commencer par débroussailler les terrains pour pouvoir exploiter, donc ils vont entreprendre tout un tas de travaux. Et puis, on a une deuxième génération, globalement, qui est recrutée alors, un petit peu plus tard, entre les années 60 et 70, et qui, là, va être recrutée un petit peu sous la marque, en fait, de la Cogema. Voilà. Donc, ce qu'on va appeler la deuxième génération, alors les mineurs nous disent il y a les jeunes et les anciens, y compris les jeunes aujourd'hui sont relativement assez âgés, mais on le voit aussi en termes d'identité professionnelle, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais ça n'a rien à voir en fait. Vous avez d'un côté une loyauté, quand je dis loyauté de la première génération, on ne parle pas, on est tenu au secret, c'est une génération qui n'a pas parlé pendant des années, parce que, ont-ils dit, en fait, on était tenus au secret, on était recrutés comme ça. Et globalement, on nous expliquait qu'on travaillait avec les services secrets, etc.
Et certains sont allés aussi creuser les galeries pour faire les essais nucléaires, notamment en Algérie. Lorsque les pics d'activité étaient beaucoup trop, on n'avait pas besoin en fait d'exploiter l'uranium, ils étaient envoyés pendant des mois en fait en Algérie pour creuser les galeries pour les essais nucléaires. Donc ils ont en fait travaillé dans ce contexte-là, et cette génération-là n'a pas parlé. Et c'était une génération aussi qui a été mobilisée plus tard pour globalement tenir un discours très pro-nucléaire et pour dire finalement la bombe nous a sauvés de la guerre. Voilà, c'est le discours en tout cas tenu. L'autre génération est beaucoup plus, c'est celle qui était beaucoup plus syndiquée, entre guillemets, du temps de la COGEMA, et porte un regard beaucoup plus critique, finalement, sur les conditions d'exploitation. C'est celle qui a demandé, en fait, l'obtention de droits élargis pour les mineurs et une reconnaissance d'un statut aussi spécial associé nucléaire. Donc c'est aussi, vous voyez, deux identités assez différentes qu'on découvre finalement quand on reprend un petit peu le fil de l'histoire de la mine. Et puis, quand on reprend l'histoire de la mine, il y a un autre temps, après le temps d'exploitation, qui est la lutte contre un site déchet, alors, qui peut prendre en fait des formes très différentes. Les associations, et c'est pour ça que j'évoquais le fait de la mobilisation des associations en fait, par rapport au nucléaire. Alors, dans l'ouest de la France, comme dans le centre d'ailleurs, se sont mobilisés à la fermeture par rapport à la reconversion des mines. Dans le centre de la France, on voulait reconvertir en fait les mines pour enfouir déjà les déchets à vie longue. Voilà, c'était le premier. Donc, on a extrait l'uranium, on l'a transformé, puis on va le remettre en fait entre guillemets à la source. Donc, c'était un premier projet. Et dans l'ouest de la France, on voulait faire en fait des sites miniers, des sites d'enfouissement pour les résidus chimiques. Voilà, donc ça devait être des sites aussi, entre guillemets, poubelles. Et ce qui était intéressant quand on rencontre en fait les associations, c'est qu'ils nous disent globalement, vous ne polluerez pas deux fois. Voilà, c'est comme s'il y avait une forme de refus presque anthropologique dans le fait, pas deux fois de pollution sur mon site. Et puis le troisième temps, qui me semble aussi, moi qui m'a intéressée, c'est le temps en fait de la juste mémoire. C'est on sent qu'autour de ces sites, élus et riverains ont besoin, après un temps d'effacement, j'évoquais des traces, où globalement on a fait tomber ce qu'on appelle les tours piques, qui signalaient en fait, qui étaient les tours en fait, qui permettaient d'accéder aux galeries. Il y a un temps de rappel en fait, nécessaire pour que ce territoire, entre guillemets, se mette en vigilance par rapport en fait, à l'histoire des mines d'uranium. Et donc c'est un vrai rappel, et je vous montrerai tout à l'heure à travers quel type de dispositif finalement cette mémoire est importante. Alors, pour continuer, en fait, j'évoquais mon enquête. Moi, je suis allée aussi regarder ce qui se passait autour de la CLIS. Je vous ai parlé tout à l'heure des CLIS, qui sont les dispositifs où, en fait, l'industriel, CSS ou CLIS, Commission locale d'information et de suivi, où l'industriel présente ses résultats aux riverains et aux maires. Donc, je me suis fait inviter, parce que dans les CLIS, en fait, c'est le maire qui peut inviter. Donc, le maire m'a invité. J'évoque en CSS, c'est le préfet qui invite. J'ai jamais eu le droit d'être invitée malgré mes demandes. Donc voilà, l'accès au maire permettait de voir ce qui se disait en fait dans les CLIS. Et les CLIS, vous voyez, c'est intéressant parce que ce que nous disent les riverains et l'exploitant. L'exploitant, vous voyez, nous dit, là j'ai cité, j'avais enregistré, nous dit les mesures sont stables. On constate une baisse des mesures, stabilité des mesures, tout va bien. Donc des teneurs relativement faibles en uranium, radium et plomb, donc en 2014. Et en fait, ce que nous dit le maire de la commune, finalement, par rapport à ces mesures, il nous dit ça ne fait pas sens. Globalement, ce dont il est question, c'est de matériaux, et il y a aussi une histoire qui s'est jouée à travers en fait, l'uranium. Et donc lui, constamment, en fait, il va plutôt chercher à rappeler finalement, de ramener en fait, la mesure à des questions d'histoire, pour faire sens, et pour faire sens notamment vis-à-vis des riverains. Et c'est un élément important, moi, qui m'a semblé important de cette liste, en rappelant ce dont vous parlez, le stérile, on venait le chercher librement sans rien demander, souvent en échange d'une bouteille. Tous ces chiffres, il faut bien voir que ce sont les hommes qui ont fait les galeries et la production d'uranium. Donc vous voyez, j'évoquais tout à l'heure que les CLIS, on manque de cadre, mais en tout cas, la mesure ne fait pas tout. La mesure ne fait pas sens si elle n'est pas remise dans un contexte en fait, d'histoire un peu plus global. Alors, ce qui était intéressant toujours sur ce chardon, en fait, c'est que l'enquête qui a été conduite, en tout cas,
a permis aussi de faire remonter la mémoire. Alors, tout petit rôle de sociologue, quand je suis allée rencontrer les mineurs, les associations en fait, et le maire, il y a eu un accord pour dire en fait, on va un petit peu, la vigilance première, c'est de faire un travail de mémoire en fait concernant ce site. Donc il y a 3 éléments concordants. Il y avait d'une part en fait des mineurs qui voulaient transmettre, qui sentaient qu'ils allaient partir et qui sentaient qu'ils allaient perdre en fait, parce que longtemps, notamment la première génération, j'évoquais tenue au secret. Il y a aussi une volonté des associations d'inscrire les restes, notamment de l'activité minière, dans le plan local d'urbanisme. C'est un point important et souvent oublié finalement de l'héritage. Et puis le rappel des élus en fait, et des riverains sur l'histoire de la commune. Donc ces 3 éléments très concordants. J'ai mis en fait cette image en fait, du musée des mineurs. C'est un musée fait par les mineurs, qui contraste avec le musée fait par l'industriel en fait, à Bessines, qui est plutôt un musée qui fait l'apologie de l'histoire industrielle, mais qui n'est pas l'histoire et la mémoire, entre guillemets, des hommes et des mineurs. Là, c'est typiquement la génération de mineurs qui a constitué en fait, son propre musée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concernant ce site, en fait globalement, on a pu aussi, concernant le chardon, j'ai pu embarquer mes collègues radiochimistes pour qu'ils aillent faire des mesures, en fait, sur ce site, puisque le maire nous a autorisé à faire des prélèvements, ce qui n'est pas toujours gagné, en fait, les riverains voulaient bien, donc ça a été le premier élément. Et puis, j'évoquais l'ouvrage, en fait, et je l'évoquais en introduction. Toutes les personnes qu'on avait pu interviewer, on les a invitées à un colloque, alors, plutôt académique, hein, le dire comme tel, mais témoigner et, entre guillemets, raconter l'histoire minière, et on en a fait un ouvrage. Donc c'était aussi un élément important, finalement, de faire un ouvrage commun avec les personnes qui avaient été, finalement, notre première matière première. Donc c'était un petit peu les embarquer dans l'histoire. Et puis, alors, de façon tout à fait plus concrète, il y a eu un travail de mémoire engagé par les acteurs locaux. Le maire a dit à l'industriel, parce qu'en fait, on avait des mesures sans carte, et en disant, vous allez nous donner à voir nos mesures, notamment pour les nouveaux qui arrivent sur la commune, qui découvrent un petit peu par surprise qu'il y a une mine d'uranium, en mettant une carte, en mettant l'histoire minière, et en nous expliquant, en faisant le lien entre, effectivement, vos points de mesure et l'histoire industrielle, finalement, du site. Ça a l'air tout bête, mais ça n'était pas fait. Et puis, on a réalisé aussi un film, alors vous pouvez le retrouver sur YouTube, en fait, sur les traces de l'uranium par rapport à la génération de mineurs et par rapport au site du chardon qu'on avait étudié. Donc, en fait, vous avez des jeunes ingénieurs qui vont voir en fait, les anciens mineurs avec une question très simple, racontez-nous l'uranium. Voilà. Donc, il y a un peu une transmission intergénérationnelle qui s'opère. Et sur les traces de l'uranium, c'était aussi donner à voir ce qu'on fait avec nos collègues radiochimistes, comment on travaille sur le mode de l'enquête, et aussi pour donner à voir cette 3e voie qui n'est pas si simple à trouver, hein, je l'évoquais précédemment, quand on aborde des questions de nucléaire. Alors, deuxième pôle de la recherche que j'ai pu conduire, donc deuxième thématique, si on suit les pistes que je vous avais proposées, est-ce qu'on a des usages distincts? Et là, j'ai souhaité prendre plutôt un grand zoom en m'intéressant, en fait, prenant un angle un petit peu plus large à 3 anciennes mines d'uranium. Donc on va retrouver le chardon, qui est un petit peu, entre guillemets, le site un peu mère. Deuxième site en Vendée, enfin à cheval entre la Vendée et les Deux-Sèvres, la Commanderie, et Saint-Pierre dans le Cantal. Alors là, le deuxième questionnement, je passe assez vite, ça a été de me dire, de façon un petit peu plus, là aussi, je vais mobiliser une boîte à outils un peu sociologique, est-ce qu'il n'y a pas, alors à la fois des usages distincts, mais est-ce que le risque qu'on peut percevoir en fait, d'une région à l'autre n'est pas dû finalement, à la valeur du foncier et à l'usage en fait, qu'on peut faire du territoire? Donc c'est un petit peu l'angle que j'ai abordé, qui était plutôt aussi qui peut vous faire concordance à ce qu'on peut appeler en termes de transfert. Voilà, quels ont été les transferts d'usage qui ont pu suivre en fait l'exploitation minière? La question était assez simple. Alors, transfert d'usage, je vous invite en fait à regarder les trois cas assez contrastés qu'on a passé un petit peu à la loupe. On va retrouver, entre guillemets, le site mère, le chardon. Donc on va retrouver, vous vous souvenez, l'histoire industrielle en fait. Alors, peut-être pour démarrer par les controverses. Vous vous souvenez, effondrement, eau ferreuse et puis présence de stériles.
somme toute assez problématique. Qu'est-ce qui se passe en fait sur ce site? Il n'y a pas du tout de controverse nationale, ça ne monte pas en généralité, hein, pour reprendre un peu du jargon de sociologue. Il y a une poursuite de l'histoire industrielle. Donc on est sur un registre dans la CLIS purement de surveillance industrielle. Et puis globalement, on a mis en sécurité, effacé les traces. Et puis surtout, on a aussi cédé beaucoup de foncier à l'entreprise de travaux publics, qui est riveraine, et qui vient en CLIS aussi rendre compte de ses résultats en ce qui concerne les mesures de poussière. Donc si vous voulez, les restes associés à l'uranium et la vigilance associée à la poussière émise, et bien en fait, tout ça se mêle dans la même présentation. Donc on est bien sur une vigilance associée à la poursuite de l'histoire industrielle. Il n'y a pas de rupture en fait concernant ce site. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une régulation locale. La CLIS est présidée par le maire. Donc c'est le maire qui décide finalement des mesures adoptées sur son territoire. Donc il n'y a pas de régulation d'État. On reste dans une régulation très locale. Et puis tout le monde s'accorde pour être vigilant. J'évoquais tout à l'heure le travail de mémoire. Donc il y a une forme de consensus finalement sur la façon dont on se comporte face au risque. Saint-Pierre-du-Cantal, toute autre configuration, la controverse très forte. Globalement, on a une controverse en fait sur l'incomptabilité d'usage, avec la mise en évidence d'anomalies, la suspicion d'abandon et de déchets. Je l'évoque parce qu'il y a eu un procès en fait en 2013 vis-à-vis d'Areva. Globalement, on a construit un lotissement, on a fait une base de loisirs, on a reconverti le territoire à la fois en lotissement et en zone de loisirs, là où on avait des résidus miniers. Voilà. Donc, reconversion, somme toute, assez problématique, là aussi après une phase d'oubli. Ce qui semble intéressant sur ce site, en fait, c'est qu'on a voulu avoir une reconversion publique, en fait, du site. Donc, il y a une rupture forte par rapport à l'usage, en fait, précédemment industriel. Et donc, globalement, ce site est retombé dans un bien public, alors même que sa définition initiale ne prédisposait pas, finalement, à cette forme d'usage. Donc, il y a une rupture très forte. Et j'évoque ce site parce que globalement, vous voyez, vous avez là des panneaux, etc. C'est un site aujourd'hui sanctuarisé, globalement. Enfin, je dis sanctuaire, c'est que ça donne à voir aussi, entre guillemets, cette part maudite associée à l'uranium, qui n'a pas été reconvertie dans un usage industriel, mais pour lequel, en fait, la reconversion en usage public, relevant du bien commun, en fait, achoppe. Autre cas un petit peu plus mixte, la commanderie. Donc là, on est à cheval entre la Vendée et les Deux-Sèvres. Alors ce site, je vous ai indiqué, il y a 3 usages. C'est absolument là, c'est la reconversion. Reconversion, moi j'appelle hypoglouton. Donc on a repris tout le foncier pour en faire un usage optimisé. Donc vous avez une centrale photovoltaïque. Vous avez en fait une zone industrielle, vous voyez en fait une entreprise de conditionnement qui s'est réinstallée sur les locaux d'Areva. Et vous avez en fait un bassin sur lequel en fait sont entreposés des résidus miniers qui sert en fait d'irrigation pour les prés avoisinants. La commanderie, c'est intéressant parce que sur tous les autres sites français, globalement, quand vous avez des résidus miniers, c'est un site classé, soumis à la surveillance de l'ANDRA. Ici, pas du tout. Je ne dis pas du tout parce qu'on avait oublié qu'on avait traité en fait, l'uranium sur place d'un point de vue statique, globalement, et on avait oublié en fait, qu'on avait entreposé ici des résidus. Vous voyez le rôle de l'oubli et de la mémoire aussi dans la façon dont on peut faire usage d'un territoire. Et donc, alors, c'est intéressant parce qu'il y a une controverse sur l'usage de l'eau. Alors, les agriculteurs veulent maintenir l'usage. Les mesures opérées par l'industriel, entre guillemets, sont bonnes. Mais une association de défense de l'environnement qui s'appelle Noria, effectivement, milite pour qu'il y ait un accès des plus restreints. Mais globalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, localement, notamment en CSS, on veut maintenir l'usage. Et globalement, ce qui prévaut, c'est l'usage local plutôt que le principe, en fait, ici, de précaution. Alors, je passe rapidement parce que je regarde l'heure tourner. Dernier élément, et troisième piste, sur laquelle, ce sera ma dernière piste sur laquelle je voudrais vous emmener.
est-ce qu'il n'y a pas finalement, entre guillemets, ce que j'appelais moi, alors je n'ai pas des fonds géochimiques, hein, mais mes fonds culturels, qui peuvent expliquer ce qui se passe en fait autour de ces sites. Donc là aussi, à nouveau, une petite boîte à outils autour des travaux de Marie Douglas, en fait, qui est une anthropologue, et Evelyne Dasky, qui nous dit finalement, il peut y avoir des biais culturels dans la perception des risques en fonction de la structuration des sociétés. Je vais passer vite sur ce point. Et aussi, alors l'ouvrage est controversé, donc il faut le manier en fait avec beaucoup de précautions. Les spécificités territoriales par les fonds anthropologiques et religieux, Hervé Lebras et Emmanuel Todd, le mystère français. L'ouvrage est intéressant parce qu'il nous montre en fait, à travers tout un tas de critères, les disparités françaises dans le rapport à la politique, la religion, etc. Voilà. Donc j'ai mobilisé ça pour aller comparer, entre guillemets, les sites et voir finalement si la dimension politique, la dimension de la structuration de la famille, etc., la structuration du foncier venait pas expliquer ces situations aussi contrastées. Je voulais citer aussi Antoine Gérardi, avec qui j'ai travaillé, qui m'a aidé en fait à un petit peu échafauder et à questionner ce rapport culturel au risque. Antoine Gérardi, qui était géographe en fait à l'époque, maintenant il fait une thèse en gestion, mais qui m'a aidé en fait à construire ce questionnement. Donc là, vous allez retrouver les 3 sites que je vous ai présentés précédemment. On est sur les mêmes cas. Je passe très vite. La typologie de Douglas, que j'ai un petit peu reprise en disant, en fonction des groupes sociaux, on peut avoir un rapport au risque assez différent. Et je vais plutôt vous montrer concrètement ce que je suis allée interroger, notamment avec l'aide d'Antoine Gérardi, par rapport à cette histoire minière. Ce qu'on est allé regarder, on s'est dit finalement, par rapport aux cessions et à l'usage du territoire, est-ce qu'il n'y a pas des variables qui sont déterminantes dans la façon dont les sociétés vont percevoir le risque? Première variable, le type de foncier. Moi, ce qui m'avait très fortement étonnée quand j'avais regardé notamment les cadastres sur Saint-Pierre et sur le Chardon, c'est qu'on était sur des toutes petites parcelles, par exemple, au Chardon, et on était finalement plutôt sur Saint-Pierre avec des parcelles qui revelaient ce qu'on appelle des prés communs et des parcelles en commun. Voilà. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une piste pour comprendre ce qui s'est passé finalement autour des transactions foncières entre l'industriel et les propriétaires? Donc je suis allée creuser avec Antoine Gérardi cette piste, qui est aussi en cours, donc je la manie avec beaucoup de précautions. Et ça faisait écho, je vous évoquais, aux actes notariés que j'étais allée regarder entre les ventes entre l'industriel et les viticulteurs. Mais j'avais observé en fait toutes les relations, les négociations qui étaient tracées à l'époque, donc c'était une mine de renseignements absolument incroyable, sur les indemnités données finalement aux propriétaires, concernant notamment l'usage de l'eau quand on exploitait l'uranium. Donc, j'avais pu voir aussi ce qu'on appelle des transactions financières qui accompagnaient, entre guillemets, les parcelles. Et notamment, plus c'est petit, plus l'industriel jouait de 1 à 1 par rapport aux propriétaires. Ce qui n'a pas pu faire dans toutes les régions, parce que dans certaines régions, effectivement, on était sur des parcelles communautaires beaucoup plus grandes. Donc, je m'étais dit, il va y avoir quelque chose de l'ordre de la dette un petit peu dans le rapport au foncier qui s'est joué peut-être sur un territoire et pas dans l'autre. Ce qu'on est allé aussi regarder, c'est globalement, d'un point de vue tout à fait concret, l'économie locale et la faculté des territoires à opérer une reconversion industrielle, donc le facteur classique économique. Le type familial aussi, le type de société, entre guillemets, globalement, et là je m'appuie sur les travaux d'histoire que notamment Philippe Brunet a raconté, quand on a recruté les mineurs, en fait, dans le centre de la France, globalement, on a expliqué aux parents qu'ils étaient recrutés pour toute leur vie. Quand les mines ont cessé, la reconversion en fait, dans le centre de la France a été très compliquée pour les mineurs et ils ont dû, pour la plupart, en fait, repartir dans la filière nucléaire. On leur a proposé ce type de reconversion. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, dans l'ouest de la France, où il y a eu en fait une substitution, on va dire, d'une industrie à l'autre. Et pour certains, la proximité de la région nantaise, en fait, a permis cette reconversion. Et puis, on est allé regarder le facteur politique et religieux.
Ça, c'était un petit peu de se dire, finalement, dans les histoires de contamination, s'il n'y a pas quelque chose qui permettrait, le vote, compris les croyances, permettent d'expliquer des choses. Alors, je vais passer assez vite parce que c'est aussi un travail qui est en cours, en fait, qui continue avec Antoine Gérardi. Donc, on a essayé de caractériser, finalement, sur ces territoires, potentiellement des différences. Donc, vous voyez que le Chardon, on est sur des petites parcelles. La Commanderie, on est sur des parcelles plus larges et, somme toute, fait en soi assez indicatif. À Saint-Pierre, on est sur une propriété collective. Donc, ça, c'est les premières différences qu'on peut observer. En matière d'économie et d'emploi, on est plutôt sur vous voyez, le Chardon réemploi d'anciens mineurs avec des hauts revenus médians, alors que si on prend par contraste Saint-Pierre, on est sur des faibles revenus médians. On a repris les catégories de la famille, en fait, concernant le Chardon. Alors, famille type individualiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur on est sur un tissu de famille qui se réduit aux parents et aux enfants. Alors que sur Saint-Pierre, en fait, on est plutôt sur des familles, entre guillemets, plus communautaires, liées finalement à la taille et à la configuration de l'habitat. Donc on a mis un petit peu ces différences en exergue. Et puis les dimensions politiques et religieuses ne sont pas vraiment apparues comme finalement déterminantes. Juste, alors ça nous sert à quoi? Ça permet aussi de relier, et j'évoquais que c'était un travail en cours, sur le fait que finalement la mobilisation, par exemple, à Saint-Pierre et le rôle des associations et le procès aussi à charge par rapport à l'exploitant s'explique par un défaut de reconversion, certes, mais aussi par une mobilisation en fait plus large, notamment d'un collectif, autour effectivement aussi d'une forme de propriété collective, d'un bien commun, qui a pu se faire de façon plus aisée que finalement je prends l'exemple du Chardon, où on est plutôt sur un rapport entre guillemets plus individuel. Alors, ça c'est un petit peu un schéma type qu'on avait fait avec Antoine, pour bien montrer que le rapport au risque, en fait, dans un cas, on est sur une banalisation finalement de l'héritage, quand on est sur une petite propriété avec des hauts revenus médians, avec un réemploi des mineurs, une dynamique industrielle et une famille individualiste. Alors qu'à l'inverse, on peut avoir des formes de rejet quand on est sur une propriété collective avec des faibles revenus médians, une reconversion économique un peu plus compliquée et une famille de type communautaire. C'est un schéma, voilà, ce sont des schémas pour l'heure assez types. Mais à nouveau, c'était exploratoire et c'était pour aller voir sur la longue durée comment on pouvait interpréter ces différences. Alors, ce qui nous conduit aussi à avoir des biais de perception par rapport à chaque territoire. Là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je regarde l'heure qui tourne. On a repris un petit peu la typologie de Douglas. Ce qu'il faut retenir par rapport à nos résultats, c'est qu'à Saint-Pierre, on a bien une sanctuarisation, finalement, de la mine et du site minier. À la Commanderie, je l'évoquais, on est dans une forme d'optimisation économique. Et puis, au Chardon, on est dans une continuité d'usage. Et ce qui crée, en fait, un rapport au risque, on va dire, d'un territoire à l'autre, avec des perceptions, ce qu'on appelle la perception du risque, très différentes. Voilà. Alors, ce qu'on a pu un petit peu, ce qu'on peut conclure par rapport à ça, c'est que si on élargit en fait le rapport au risque, il est sous-tendu par ce qu'on a appelé des structures sociales. D'abord, les formes de mémoire et le rapport à l'histoire, c'est absolument déterminant, me semble-t-il, en fait, pour comprendre un peu les différences qu'on peut avoir par rapport au risque. Juste peut-être, alors moi, j'évoquais en démarrage en fait les deux formes en fait, de publicisation de la question de l'uranium. Vous voyez, dans l'ouest de la France, Gétigné, on est juste à côté du Chardon. Joseph Richard évoque ses souvenirs de mineurs. Histoire industrielle, plutôt belle histoire. Et là, vous voyez par contraste Limousin radioactif. Vous voyez, vraiment, pour donner à voir un petit peu vraiment ces différences très fortes. Moi, me semble-t-il, ce qu'on questionne un peu rarement, entre guillemets, peut-être ce que je n'aurais pas regardé en tant que sociologue, ce terrain, surtout, il m'a appris sans doute le poids des propriétés foncières et des formes de transactions, en fait, qui ont suivi la fin de l'exploitation. Enfin, je pense qu'il y a un nœud gordien autour de ça,
globalement, entre des propriétaires plutôt individuels qui ont pu négocier de gré à gré avec l'exploitant et obtenir de bonnes indemnités. Et puis, parce que globalement, le territoire reprenait de la valeur avec l'essor industriel. Et de l'autre, finalement, des propriétaires, plutôt sur un registre communautaire, qui ont senti que finalement, on leur a rendu une propriété complètement déclassée du point de vue de sa valeur. Et avec des perspectives de reconversion très très faibles. Et puis, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est les empreintes de vie collective et du foncier comme bien patrimonial. Comment, d'une région à l'autre, en fait, on a pu aussi se mobiliser ou pas, et comment on se mobilise par rapport à cette exploitation, et notamment à son héritage. Alors, juste pour terminer, hein, il me reste 2 slides. Pour un petit peu élargir ce que je viens de vous présenter, là, c'était un regard de sociologue. Donc, je me suis contentée de vous présenter mes travaux en tant que sociologue. Vous avez vu ce que je vous ai un petit peu présenté là. C'est un petit peu un schéma que j'ai adopté depuis que je travaille sur l'uranium, en disant que globalement, il faut revenir sur les traces, il faut regarder la question des transferts, deuxième point, et il faut regarder le rapport au territoire ou au patrimoine. C'est un petit peu le schéma que j'ai suivi, en fait, depuis que je travaille sur cette question de l'uranium. Ce schéma-là, en fait, il entre en résonance avec ce que font mes collègues radiochimistes, puisqu'en fait, je n'ai pas présenté là tout à l'heure, je n'avais pas le temps, mais par exemple sur le site de la commanderie, mes collègues font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont regarder en fait les traces, donc ils vont effectivement mettre des capteurs et opérer des points de mesure. Ils vont regarder les transferts dans l'environnement. Alors, ils m'expliquent que c'est très compliqué les transferts dans l'environnement, peut-être beaucoup plus compliqué que mes transferts d'usage. Et puis globalement, on cherche à caractériser l'empreinte environnementale. Ce travail-là, on le conduit dans le cadre de la zone atelier territoire uranifère, la zone atelier CNRS. Et globalement, notre objectif commun, c'est d'avoir un petit peu des clés pour comprendre en fait cette gestion à long terme qui implique finalement la gestion de l'uranium. Voilà. Donc, on a un petit peu, une fois, on a un peu rêvé quand on avait commencé à travailler ensemble en disant qu'il faut qu'on fasse un laboratoire citoyen. Bon, voilà, j'évoquais tout à l'heure le travail que j'avais pu conduire au Chardon. On nous a ouvert le site, c'est très petit. Par rapport aux 250 sites français, ça peut paraître très ambitieux. Et puis, il y a des autorités aussi qui sont là. J'évoque l'IRSN, l'industriel. Donc, on ne veut pas toujours que des scientifiques mettent leur nez dans les histoires de nucléaire aussi. Ça fait aussi partie du jeu quand on travaille sur ces questions-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose, une démarche en fait, que l'on développe en fait, à Nantes autour de la zone atelier, entre disciplines, autour de cette démarche interdisciplinaire. Dernier point, on l'enseigne aussi à nos élèves, puisqu'on a un module d'enseignement qui s'appelle Carte Uranium. C'était un petit peu pour attirer nos jeunes. Ça faisait un peu BD. Donc, Carte Uranium, c'est autour de la commanderie. On leur fait en fait décliner cette démarche. Donc, ils vont avoir à la fois, pendant la première heure, un apport en méthode du point de vue de la radiochimie et, on va dire, des méthodes pour aller caractériser le risque du point de vue de la sociologie. Donc c'est vraiment un enseignement que l'on veut interdisciplinaire pour former nos futurs ingénieurs spécialistes de l'environnement. On trouvait qu'il fallait vraiment avoir une méthode en fait, intégrée. Et puis je termine juste en fait, voilà, pour vous présenter l'intégralité des travaux conduits dans le cadre de la zone atelier territoire uranifère. Alors vous voyez, moi je me situe au tout petit dernier échelon finalement des disciplines que cela comporte. Vous voyez, vous n'avez qu'une brique en fait dans ce que j'ai pu vous présenter, mais il y a différentes thématiques. Alors j'évoquais histoire et empreinte qui est plutôt le bloc interdisciplinaire qu'on conduit entre disciplines. Selon la démarche que je vous ai présentée, trace, transfert, patrimoine. On a la question du transport et des transferts des radionucléides, et puis l'interaction vivant radionucléide. Voilà. Je vais terminer là-dessus, peut-être juste le biais qu'on peut trouver, parce que là je vous raconte la belle histoire interdisciplinaire. Je l'évoquais en aparté avec Sylvia tout à l'heure, c'est que des fois les sites d'intérêt pour une sociologue ne sont pas les sites d'intérêt pour mes collègues écologues ou radiochimistes. Voilà, c'est un petit peu... quand il n'y a aucun humain autour, ils trouvent ça fantastique. Et moi, à l'inverse, en fait, il me faut des sites habités. Donc, des fois, on a des... Voilà, sur les cas un peu ateliers, on peut avoir un petit peu des visions un peu discordantes. Voilà, merci beaucoup.